Examinons maintenant le contenu de l'objectif d'apprentissage que nous allons développer dans cette première vidéo. Voilà sa formulation dans le programme. Comprendre et pouvoir illustrer la diversité des liens qui relient les individus au sein de différents groupes sociaux que sont la famille, les groupes de pairs, l'univers professionnel, les associations et les réseaux. Nous pouvons reformuler cet objectif d'apprentissage en des termes beaucoup plus simples. Nous appartenons toutes et tous à des familles. Nous appartenons toutes et tous également à des groupes de pairs, c'est-à-dire à des groupes de semblables comme des groupes d'élèves qui forment des classes ou des groupes de professeurs qui forment des équipes pédagogiques à l'échelle d'un établissement. Mais nous pouvons également être membres de groupes liés à des univers professionnels comme des syndicats. Nous pouvons également être membres d'associations professionnelles et de collectifs de travail. À titre personnel, par exemple, je suis membre du collectif de travail constitué par l'équipe pédagogique de votre lycée, mais je suis également membre d'un syndicat, le SNES, le Syndicat national des enseignements de second degré, et également membre d'une association professionnelle, en l'occurrence l'association des professeurs de SES, l'APSES. De même, vos parents et vos proches peuvent être membres de différents groupes liés à leur univers professionnel, comme la Chambre départementale des notaires, s'ils sont étonnamment notaires, ou la Confédération paysanne, ou la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, s'ils sont, tenez-vous bien, agriculteurs. Et ils peuvent également appartenir à différents collectifs de travail. Mais ce ne sont pas les seuls groupes auxquels nous appartenons. Nombre d'entre nous sont également membres d'associations, par exemple membres d'un club sportif, ou d'une association culturelle comme une troupe de théâtre ou une formation musicale. Et nombre d'entre nous encore sont membres de réseaux et de communautés, comme la communauté des fans de cosplay, cette passion pour l'incarnation de personnages de fiction à travers des costumes et des maquillages extrêmement sophistiqués, ou autre exemple, membre d'un réseau d'anciens élèves de tel ou tel lycée ou de telle ou telle formation du supérieur. Dès lors, nous comprenons bien que cet objectif d'apprentissage nous invite à analyser sociologiquement deux faits. Le premier fait que nous devons analyser sociologiquement est le suivant. Les familles, les groupes de pairs et les syndicats, les associations sportives, professionnelles ou culturelles et les réseaux et communautés quelles qu'elles soient, tout cela constitue ce que la sociologie nomme des groupes sociaux. Et logiquement, notre premier questionnement sera donc qu'est-ce qu'un groupe social et quels sont les groupes sociaux présents dans notre société? Le deuxième fait à analyser est le suivant. Ces groupes existent car des liens unissent leurs membres, des liens que la sociologie nomme des liens sociaux. Et logiquement encore, notre second questionnement sera donc qu'est-ce qu'un lien social et quelle forme ces liens sociaux peuvent-ils prendre? Nous répondrons à ces questions en veillant à suivre la démarche préconisée par le programme. Il s'agira à la fois de comprendre, mais aussi d'illustrer, c'est-à-dire de donner des exemples de la diversité de ces liens sociaux tissés dans cette pluralité de groupes sociaux. Pour ce faire, nous allons suivre un raisonnement en deux étapes et un plan on ne peut plus simple. Première étape de ce plan, dans une première partie donc, nous expliquerons qu'il existe une pluralité de groupes sociaux. Puis nous montrerons dans une seconde partie que les membres de ces groupes sociaux sont reliés entre eux par une diversité de liens sociaux. Et dans chaque partie, au sein de ces deux parties, nous répondrons à deux questions. Qu'est-ce qu'un groupe social et quels sont les groupes sociaux présents dans notre société pour la première partie? Puis, qu'est-ce qu'un lien social et quelles sont les formes que ces liens sociaux peuvent prendre dans cette seconde partie? Abordons tout de suite le premier questionnement. Qu'est-ce qu'un groupe social? Eh bien, pour expliquer ce que sont les groupes sociaux, nous allons d'abord nous intéresser à ce qu'ils ne sont pas. Et nous allons montrer que les groupes sociaux ne sont ni des agrégats humains, ni des catégories statistiques. Un groupe social n'est pas un simple regroupement d'individus, c'est beaucoup plus que cela. Posez-vous la question, qu'est-ce qui distingue une foule dans un supermarché du groupe des participants à une séance d'entraînement dans un club de judo?
Qu'est-ce qui distingue l'agrégat humain, qui est la somme d'individus faisant la queue à la poste par exemple, du groupe social des membres de votre classe? Ce qui les distingue évidemment, c'est qu'il y a d'un côté des agrégats au sein desquels on n'interagit pas ou peu, et il y a, à l'inverse, des groupes sociaux au sein desquels nous interagissons selon des règles établies. C'est-à-dire que nous entrons en contact avec les personnes qui composent ce groupe et que ces contacts sont encadrés par des normes, des règles de conduite. Durant la séance de judo, vous le savez, il est attendu que vous échangiez avec les participants de la séance, que vous parliez, que vous vous saluiez avant un combat et que vous vous donniez des conseils, entre autres choses. Ces interactions, elles n'ont pas lieu au supermarché. Vous pouvez faire toutes vos courses sans parler une seule fois à quiconque, sauf à l'agent de caisse, et ce sera perçu très normalement. Dans le club de judo, dans la classe, nous constatons l'existence d'interactions directes. Mais des groupes sociaux peuvent se former sur la base d'interactions indirectes. Imaginez une communauté de fans de cosplay qui se constituerait sur un réseau social comme Facebook, Instagram, Snapchat. Je rappelle que le cosplay, c'est cette pratique du déguisement et du maquillage sophistiqué dont nous avons parlé précédemment. Eh bien, imaginez que ces personnes, fans de cosplay, communiquent. Elles échangent bien, régulièrement même, toujours à distance. Ce sont là des interactions, mais des interactions indirectes. Une interaction directe, c'est donc un contact, un échange de face à face, alors qu'une interaction indirecte est un échange, un contact à distance. Il existe des groupes sociaux, comme certains collectifs de travail, qui ne sont fondés que sur des interactions indirectes. Par exemple, si vous exercez votre métier à distance et en ligne, vous pouvez travailler tous les jours avec une équipe de développeurs, par exemple, de développeurs informatiques. Vous pouvez travailler tous les jours avec une équipe de développeurs sans jamais avoir rencontré physiquement un seul des membres de cette équipe. Vous connaissez très bien ces personnes, vous échangez très souvent avec elles, mais il ne s'agit que d'interactions indirectes et votre collectif de travail n'en est pas moins un groupe social. Résumons. Le premier critère de distinction entre un groupe social et un agrégat humain est l'existence ou non d'interactions directes ou indirectes selon des règles établies. Dans une file d'attente, il n'y a généralement pas d'interaction, et quand il y en a, elles sont aléatoires. Il n'y a pas de code de conduite de la personne qui attend dans une queue. Une file d'attente est donc un agrégat humain, et non un groupe social. Un autre critère distingue le groupe social de l'agrégat humain. Ce critère, c'est la conscience d'appartenance. Les individus membres d'un groupe social ont conscience d'appartenir à ce groupe. Ils savent qu'ils sont par exemple licenciés dans un club de judo. Il n'y a pas de conscience d'appartenance dans une foule au supermarché ou une file d'attente. On ne dit pas à son compagnon, en revenant le soir chez soi, « Chérie, cet après-midi, j'ai adhéré au groupe social de l'embouteillage sur la rocade. Les membres de cet embouteillage sont très très sympas. Il faudra qu'on organise un apéro à la maison. » Vous comprenez la différence. On se sent appartenir à un groupe social alors qu'on ne se sent absolument pas appartenir à quoi que ce soit quand on participe à un agrégat humain. De la conscience d'appartenance dérivent deux constructions mentales. On se sent appartenir au groupe social. C'est la conscience d'appartenance en tant que telle. Mais quand on se sent membre, par exemple, de la première X du lycée Y ou au club de judo ou de rugby de la ville Z, on sait qu'on appartient à ce groupe, d'une part, et on sait qui y appartient et qui n'y appartient pas. C'est la conséquence de la conscience d'appartenance. Résumons donc ce point. À la différence des membres d'un agrégat humain, comme une file d'attente, les membres d'un groupe social, comme les élèves de cette classe, sont en interaction. Et ils ont conscience d'appartenir à ce groupe, c'est-à-dire qu'ils développent un sentiment ou une conscience d'appartenance à ce groupe. Ils savent qu'ils y appartiennent, mais également qui y appartient et qui n'y appartient pas. En distinguant le groupe social de l'agrégat humain, nous parvenons à une définition de cette notion de groupe social très proche de celle formulée par le sociologue américain Robert Merton, que vous connaissez de nom.
Un groupe social, pour Robert Merton, est un ensemble d'individus en interaction directe ou indirecte, groupe d'individus qui disposent d'une conscience d'appartenance à ce groupe. Pour nous garantir une compréhension fine de cette notion de groupe social en sociologie, nous devons également la distinguer de celle de catégorie statistique. Nous n'en sommes qu'au commencement de notre parcours en sociologie, mais je tiens à m'appuyer sur une notion que nous allons développer un peu plus dans les cours suivants. Vous savez d'ores et déjà qu'il existe des catégories statistiques. Bien sûr qu'on n'a pas pour l'instant, à ce stade de l'avancement dans notre cours, analysé ce qu'est une catégorie statistique dans le détail et donner des exemples variés. Je vais m'appuyer sur 3 exemples que vous connaissez. Parmi les catégories statistiques génériques, nous trouvons des catégories d'âge, les classes d'âge, dit-on. Nous avons déjà évoqué en cours l'existence de la catégorie des 12-25 ans, par exemple, et nous avons également parlé des plus de 65 ans. Il existe d'autres catégories statistiques qu'on appelle les catégories socio-professionnelles. En cours, nous avons par exemple décrit le groupe socio-professionnel des cadres et professions intellectuelles supérieures, CPIS. Il existe enfin d'autres catégories statistiques, un groupe un peu plus hétéroclite de catégories. Nous avons en cours distingué par exemple hommes et femmes en tant que catégorie statistique. Nous avons également évoqué les hommes ou les femmes seules à la tête de familles monoparentales, etc. Une catégorie statistique, c'est une catégorie de classement. Lors d'un TD en salle informatique, nous nous pencherons en détail sur les catégories socio-professionnelles, mais prenons celle que vous connaissez d'ores et déjà, celle des CPIS, les cadres et professions intellectuelles supérieures, et posons-nous une première question. Les CPIS, le groupe socio-professionnel des cadres professions intellectuelles supérieures, constitue-t-il un groupe social? Eh bien, pour le savoir, tout simplement, appliquons les 2 critères de la définition que nous avons précédemment présentée. Pour qu'il y ait groupe social, il faut d'abord, je le rappelle, qu'il y ait interaction directe ou indirecte. Moi, en tant que professeur, je suis classé par l'INSEE, l'Institut national des statistiques et études économiques, au sein des CPIS. Une ingénieure travaillant pour l'aérospatiale à Nice sera elle aussi classée dans cette catégorie. Sommes-nous tous les deux en interaction directe ou indirecte? Si nous ne sommes pas amis, absolument pas. Nous ne nous connaissons pas, donc nous n'échangeons pas, car rien ne nous réunit. Aucune association professionnelle, aucun syndicat. Selon ce critère de l'interaction, les CPIS, les cadres et professions intellectuelles supérieures, ne forment donc pas un groupe social. Pour qu'il y ait un groupe social, il faut également qu'il y ait conscience d'appartenance. Je rappelle que la définition implique qu'un groupe social respecte les 2 critères, interaction et conscience d'appartenance, et non pas un seul des 2 critères. Est-ce que je me sens, moi, appartenir à la catégorie statistique des cadres et professions intellectuelles supérieures? Absolument pas. Comment pourrais-je développer un sentiment d'appartenance à cette catégorie alors qu'elle regroupe des professions aussi diverses que médecin, ingénieur, professeur, commercial, cadre dirigeant d'entreprise et d'autres encore? Bref, vous l'avez compris, la catégorie statistique CPIS ne constitue pas un groupe social et aucune catégorie statistique n'en constitue un. C'est facilement compréhensible pour certaines catégories statistiques fondées notamment sur le statut des individus. Aucune interaction, aucun sentiment d'appartenance évidemment entre toutes les femmes à la tête d'une famille monoparentale. Elles forment une catégorie statistique, pas un groupe social. Cela peut être moins aisé à comprendre pour les catégories statistiques fondées sur l'âge. Les jeunes ne forment-ils pas un groupe social? Eh bien, on a parfois tendance à le penser. Dans les médias,
l'image d'un groupe social unifié des jeunes est parfois véhiculée à travers des formulations qui versent dans une forme de généralisation abusive. Les jeunes sont les jeunes. Ou là, dans notre exemple, les jeunes veulent les jeunes. Les jeunes font ceci, les jeunes font cela. Pour contrer l'effet produit par ces formulations, le sociologue français Pierre Bourdieu, que vous connaissez, a prononcé lors d'une interview une phrase devenue célèbre, car elle est très efficace. Il a dit en 1978 « La jeunesse n'est qu'un mot ». Par cela, il signifiait simplement qu'être jeune n'implique pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'être, d'agir, ni les mêmes modes de vie selon son milieu social. Il opposait notamment au même âge biologique les jeunes d'origine populaire et les jeunes bourgeois. Pour lui, je cite, « Les jeunes de milieu populaire sont à 20 ans déjà au travail. » Et je cite encore, et c'est à replacer dans le contexte des années 1970, « Ces jeunes sont des gamins mal habillés, avec des cheveux trop longs, qui le samedi soir baladent leur petit ami sur une mauvaise mobilette. » Alors que les jeunes bourgeois ne sont pas des travailleurs, note Bourdieu, mais plutôt des étudiants. Et ils ne sont pas concentrés sur les moyens de subvenir à leurs besoins matériels, mais simplement sur leurs études, leurs amis et leur vie sentimentale. Bourdieu défend l'idée qu'il n'existe pas un âge de la jeunesse, mais de multiples façons d'être jeune, et il va même jusqu'à considérer que celles et ceux qui entrent très tôt dans la vie active et ne doivent quasiment compter que sur eux-mêmes n'ont pas vraiment de jeunesse, dans l'acception qu'on donne, dans le sens commun, à ce mot jeunesse. Vous l'avez compris, pour Bourdieu, et nous l'admettrons de même, la classe d'âge des jeunes, n'est absolument pas un groupe social, de même qu'aucune classe d'âge n'est un groupe social. Résumons, et apportons une réponse synthétique à la question « Qu'est-ce qu'un groupe social ?» Un groupe social n'est ni un agrégat humain, ni une catégorie statistique. Un groupe social, et c'est la définition que nous en donnons, est un ensemble d'individus en interaction directe ou indirecte qui disposent d'une conscience d'appartenance à ce groupe. Passons maintenant au second questionnement de cette première partie. Quels sont les groupes sociaux présents dans notre société? Je reviens très brièvement sur cette liste de groupes sociaux dressés par le programme et que nous avons examiné en introduction. Les familles, les groupes de pairs, les membres d'associations sportives, culturelles ou professionnelles, les membres de réseaux comme les réseaux d'anciens élèves du lycée Z ou X forment des groupes sociaux. Testons une nouvelle fois la validité de notre définition. Les membres d'une famille sont-ils en interaction directe ou indirecte? Eh oui, ils sont en interaction. Développent-ils une conscience d'appartenance à cette famille? C'est-à-dire, se sentent-ils membres de cette famille et sont-ils capables de déterminer qui appartient à cette famille et qui n'y appartient pas? Là encore, c'est oui. Une famille est donc un groupe social. La littérature en sociologie nous propose de classer les groupes sociaux en deux catégories différentes. Les groupes primaires et les groupes secondaires. Les groupes primaires et secondaires se distinguent selon au moins 3 critères que nous allons décrire un à un. Les groupes sociaux se distinguent, première ligne du tableau, les groupes sociaux se distinguent d'abord selon leur taille respective. Il existe des groupes restreints, ce sont les groupes primaires, et de larges groupes, ce sont les groupes secondaires. Par exemple, une famille est un groupe de taille restreinte, c'est donc un groupe primaire. A l'inverse, un collectif de travail comme celui qui réunit l'ensemble des membres d'un site de production d'une entreprise peut être de très grande taille, il existe des usines qui regroupent plusieurs milliers de travailleurs. Un collectif de travail est donc, vous le voyez, un groupe secondaire. Les groupes sociaux se distinguent ensuite
deuxième ligne du tableau, selon la nature des liens qui unissent leurs membres. Dans les groupes primaires, les liens sont dits forts, car ils sont affectifs et durables. A l'inverse, dans les groupes secondaires, les liens sont dits faibles, car ils sont fonctionnels, moins durables, on pourrait rajouter également moins fréquents. Qu'est-ce qu'un lien fonctionnel? C'est un lien qui est impliqué, rendu nécessaire par le fonctionnement du groupe. Par exemple, je suis en interaction avec un collègue, car l'organisation de mon travail me contraint à être en interaction avec ce collègue. Voilà un lien fonctionnel. Sur ce critère de la nature des liens, la différence entre la famille et le collectif de travail, elle est saillante, vous le sentez. Dans la famille, les liens sont évidemment affectifs, alors qu'ils le sont très rarement dans le travail. Le travail, c'est un espace social dans lequel les liens sont avant tout fonctionnels, vous le savez aussi. Et puis, évidemment, on peut quitter aisément une entreprise ou une administration publique dans laquelle on travaille, alors qu'on ne peut pas aisément changer de famille. Dans le collectif de travail, les liens sont donc bien moins durables que ceux tissés dans la famille. Les groupes sociaux, troisième ligne du tableau, se distinguent enfin selon leur rôle. Il existe des groupes sociaux constitués dans le but de satisfaire un objectif particulier. Par exemple, le rôle du collectif de travail est de produire de la richesse économique, c'est-à-dire de produire des biens et des services. A l'inverse, la famille n'a pas, en tant que groupe social, un seul objectif précis, mais plutôt une multitude d'objectifs de court, de moyen, de long terme, finalement des objectifs de toute nature. Nous allons donc considérer que la famille est un groupe primaire et en cela, il est non spécialisé, comme tous les groupes primaires, tandis que le collectif de travail est un groupe spécialisé, comme tous les groupes secondaires. J'introduis une nuance. Nous présentons ici un mode de raisonnement typologique, c'est-à-dire que nous dressons des listes et nous essayons d'avancer des critères pour distinguer certains éléments qui composent notre société. Bien sûr qu'il existe à chaque fois des contre-exemples et les critères, il faut les appliquer avec beaucoup de flexibilité. Je rappelle que nous parvenons, à l'aide de ce tableau, à finalement une caractérisation, pas exhaustive ni complète, mais une caractérisation avancée de deux types de groupes sociaux. Il existe, et résumons le tableau ainsi, des groupes primaires qui sont des groupes, regardez le tableau toujours, non spécialisés, de taille restreinte et dont les membres ne sont unis que par des liens généralement forts. Et il existe des groupes secondaires qui sont des groupes spécialisés, plutôt de grande taille, et dont les membres sont unis généralement par des liens faibles. Le groupe primaire par excellence, vous le connaissez, c'est la famille, mais vous constatez par vous-même que les groupes d'amis peuvent également être des groupes primaires. Ils sont non spécialisés, ils sont de taille restreinte généralement, et ils regroupent des individus qui entretiennent des liens forts, des liens affectifs et durables. Le groupe secondaire que nous avons examiné jusqu'ici, c'est le collectif de travail, mais vous constatez aussi que les associations, les syndicats, les partis politiques, les réseaux professionnels ou autres sont des groupes secondaires. Par exemple, un syndicat est constitué dans un but précis. Il a un rôle spécialisé. Le but précis d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts d'un groupe professionnel. Dans un syndicat, les liens sont évidemment faibles. On peut facilement changer de syndicat et les rapports y sont très fonctionnels. Il existe notamment des rapports hiérarchiques dans un syndicat, c'est-à-dire que les personnes en charge de la direction du syndicat vont prendre des décisions que ne pourront pas prendre le membre de base, que ne pourraient pas prendre les membres de base, les adhérents simples du syndicat. Et enfin, un syndicat est évidemment une organisation qui regroupe potentiellement de nombreux adhérents. C'est un groupe social donc de grande taille. Par exemple, en France, les deux grands syndicats que sont la Confédération Générale du Travail, la CGT, et la Confédération Française Démocratique du Travail, la CFDT,
ces deux organisations syndicales comptent chacune, plus d'un demi-million de membres. Nous achevons à l'instant la première partie du cours, alors résumons. Je rappelle qu'à la question « Qu'est-ce qu'un groupe social ?», nous avons répondu qu'un groupe social n'est ni un agrégat humain, ni une catégorie statistique. Un groupe social est, et c'est la définition qu'il faut que vous reteniez, est un ensemble d'individus en interaction directe ou indirecte qui disposent, ces individus, d'une conscience d'appartenance à ce groupe. À la question « Quels sont les groupes sociaux présents dans notre société ?», nous répondons qu'il existe des groupes sociaux primaires et secondaires, que les groupes primaires sont des groupes non spécialisés, de taille restreinte et dont les membres sont unis par des liens généralement forts, que les groupes secondaires sont à l'inverse des groupes spécialisés, plutôt de grande taille et dont les membres sont unis par des liens généralement faibles, que la famille et les groupes d'amis sont des groupes primaires et qu'à l'inverse, les collectifs de travail, les membres d'associations et de réseaux forment des groupes secondaires. Passons maintenant à la seconde partie du plan, qui suppose l'examen de deux questions. Qu'est-ce qu'un lien social ? Et quelles sont les formes que les liens sociaux peuvent prendre ? En réalité, en nous penchant sur les groupes sociaux, nous avons considérablement avancé sur la question des liens. Souvenez-vous de ce que nous avions dit précédemment. Les groupes sociaux existent car des liens unissent leurs membres. Dans les minutes qui suivent, nous allons simplement préciser la nature de ces liens et présenter les différents liens sociaux existants. Alors qu'est-ce qu'un lien social ? C'est un lien, on le comprend facilement, qui relie un individu à un autre individu, qui relie un individu à un groupe social dans son ensemble, voire un lien qui relie un individu à sa société d'appartenance tout entière. Voilà une première définition très factuelle qui dérive naturellement de notre analyse des groupes sociaux. Maintenant, il s'agit d'être plus précis. Qu'est-ce qui unit concrètement les individus les uns aux autres ? Un lien social repose sur des fondements différents. Dans un collectif de travail, ce qui unit un salarié à son employeur, c'est notamment un lien juridique et un lien de dépendance économique. Le lien juridique, il est matérialisé, c'est-à-dire il est concrétisé par le contrat de travail que signe l'employeur et le salarié. Et le lien de dépendance économique, il tient en ce que l'employeur a besoin de son salarié pour produire et en ce que le salarié a besoin de son employeur pour obtenir un revenu. Évidemment, dans d'autres groupes sociaux que les collectifs de travail, il y a des liens de nature différente. Par exemple, dans une classe de lycée, il n'y a a priori pas de lien juridique, ni de lien de dépendance économique. En revanche, dans une classe, et vous en faites l'expérience, il y a des liens affectifs. C'est pour ça qu'il faut complexifier notre définition de ce qu'est un lien social. Un lien social, fondamentalement, c'est une attache qui peut être matérielle et ou immatérielle, une attache liant un individu à d'autres individus ou à un groupe social quel qu'il soit, que ce soit un groupe primaire, un groupe secondaire ou une société dans son ensemble. La dimension matérielle d'une attache, elle renvoie par exemple à des liens de dépendance économique. La dimension immatérielle doit être ajoutée car par exemple, rien ou si peu ne vous relie matériellement à vos amis, mais vous êtes pourtant très liés les uns aux autres. Cet enrichissement de la définition d'un lien social doit se combiner avec un petit ajout de vocabulaire sociologique. Les sociologues s'intéressent à des liens sociaux en particulier, mais également au lien social en général. Dans le vocabulaire de la sociologie, on privilégie souvent l'article défini, le lien social, à l'article indéfini, un lien social. Le lien social en sociologie, c'est l'ensemble, le lien social, c'est l'ensemble des attaches matérielles et immatérielles liant les membres d'une société les uns aux autres et les liant aux groupes sociaux quels qu'ils soient.
groupe primaire, groupe secondaire ou société globale. Il faut constater avec moi que le passage de l'article indéfini, un lien social, à l'article défini, le lien social, constitue ni plus ni moins, ne constitue ni plus ni moins qu'une montée en généralité sur le concept de lien social. On ne fait que généraliser. Le lien social, si vous voulez, c'est une somme des liens sociaux. J'en profite pour glisser un peu de vocabulaire. Dans une société où le lien social est intense, on dit que la cohésion sociale est forte. Dans une société où le lien social est distendu, on dit que la cohésion sociale est faible. Cela signifie tout simplement qu'à l'échelle de la société globale, les individus peuvent être très liés, et donc ils sont très unis, ou ils peuvent être moins liés les uns aux autres, moins liés à leur société, et sont donc moins unis. C'est ce que véhicule cette expression de cohésion sociale. Résumons nos avancées. À la question « Qu'est-ce qu'un lien social ?», nous avons d'abord répondu qu'un lien social est un lien qui relie un individu à un autre individu, à un groupe social dans son ensemble, voire à sa société d'appartenance tout entière. Nous avons ensuite précisé qu'un lien social est une attache matérielle et immatérielle liant un individu à d'autres individus ou à un groupe social quel qu'il soit, groupe primaire, groupe secondaire ou société globale. Nous avons distingué un lien social en particulier du lien social en général. Le lien social est l'ensemble des attaches matérielles, immatérielles liant les membres d'une société les uns aux autres et les liant aux groupes sociaux quels qu'ils soient, groupe primaire, groupe secondaire ou société globale. La force du lien social s'apprécie par le degré de cohésion d'une société. Dans une société où le lien social est intense, on dit que la cohésion sociale est forte. Dans une société où le lien social est distendu, qu'il est fragmenté, on dit que la cohésion sociale est faible. Abordons maintenant le dernier point à examiner. Quelles sont les formes que les liens sociaux peuvent prendre ? On peut s'appuyer ici sur une typologie qui est formulée par le sociologue français Serge Pogam, notamment dans un petit ouvrage de synthèse, Le lien social, publié en 2010 pour l'édition que j'ai consultée. Selon lui, selon Pogam, il existe 4 types de liens sociaux spécifiques qui sont constitutifs du lien social en général, je le rappelle. Ces 4 types de liens sociaux sont d'abord les liens de filiation, ensuite les liens de participation élective. La participation élective veut dire des liens, si vous voulez, choisis. Les liens de participation organique, nous allons voir dans un instant ce que cela signifie, et les liens de citoyenneté. Nous allons expliciter chacune de ces expressions à l'aide d'un tableau, mais d'abord retenons un point central pour Pogam. Selon ce sociologue, les liens sociaux apportent tous reconnaissance et protection sous des formes diverses. La logique de la protection, c'est la logique, écrit-il, du compter sur. Je compte sur cet individu, sur ce groupe social, car nous sommes liés. Je compte sur eux car j'ai besoin notamment de leur soutien. La logique de la reconnaissance, c'est la logique, nous dit Pogam, du compter pour. Reconnaissance, sur le diapo, vous aurez noté que reconnaissance s'écrit avec 2 S et non pas un seul. La logique du compter pour, c'est je compte pour cet individu, je compte pour ce groupe social car nous sommes liés. Je compte pour eux signifie qu'ils reconnaissent mon apport, mon existence. Pour comprendre la typologie de Pogam, le mieux est encore de la décliner à l'aide de ce tableau. Prenons le temps de l'examiner. Il existe, d'abord, nous dit Pogam, des liens de filiation. Ils se tissent, vous vous en doutez, entre parents et enfants. Entre parents et enfants, que les enfants soient biologiques, entre guillemets, ou adoptifs, parents biologiques ou parents par l'adoption. Ces liens de filiation
ils offrent une forme de protection. On compte sur les liens de filiation, notamment parce que on peut en tirer de ces liens de filiation des aides financières. Je rappelle que vos chers parents vont financer et financent déjà vos études. Ils vous offrent des dons ponctuels sous forme d'argent de poche ou autre, et vous verrez plus tard que certains parents aussi, quand ils le peuvent, aident financièrement leurs enfants. Ils fournissent des aides au-delà des aides financières, des aides matérielles, hein. Quand vous-même, vous aurez des enfants, peut-être vos parents vous offriront-ils des services de garde d'enfants à titre gratuit. Peut-être que quand vos parents seront en situation de dépendance, vous mettrez à leur disposition des soins, hein, vous vous occuperez d'eux à titre gratuit. Voilà la forme, par exemple, hein, de protection que peut offrir un lien de filiation à travers ce qu'on va caractériser comme étant la solidarité intergénérationnelle, solidarité entre les générations. Bon, les formes de protection que peuvent apporter les liens de filiation, la famille, pour le dire autrement, c'est assez évident. Mais les formes de reconnaissance, eh bien, compter pour dans la famille, ça s'appuie sur cette dimension affective centrale dans les relations familiales, dans les liens de filiation, pour reprendre l'expression de Pogam. Évidemment, les liens de filiation nous apportent toutes et tous réconfort, soutien moral, à l'aide d'interactions directes ou indirectes, pour reprendre un vocabulaire que nous connaissons déjà. Je ne sais pas moi, des lettres, ou des mails ou des messages que tel ou tel membre de votre famille ou fratrie peut vous envoyer pour vous soutenir moralement, un appel téléphonique ou simplement une discussion avec sa mère, son père. Il y a ensuite, nous dit Serge Pogam, des liens de participation élective. Des liens de participation élective, ce sont des liens choisis. On ne choisit pas sa famille, hein, mais on choisit ses amis. Je ne vais pas pousser plus loin la chansonnette. Ce sont des liens de participation élective entre amis, mais également entre membres d'un couple. On choisit aussi son conjoint ou sa conjointe, entre membres d'un trouble. Vous chercherez la définition de trouble sur Google pour moi. Ces liens de participation élective, ils offrent des formes de protection sous les traits de ce qu'on appelle en sociologie la solidarité interindividuelle, entre les individus. Ce n'est pas entre les générations cette fois-ci, c'est entre les individus. Exemple typique, les aides financières toujours au sein d'un couple, financement d'un projet commun. Des aides matérielles également. Je ne sais pas moi, vous allez vous faire aider par vos amis à l'occasion d'un déménagement. Des amis peuvent vous prêter un objet. Voilà des formes de protection liées à la solidarité interindividuelle. On peut avoir besoin, provisoirement, d'être hébergé par un ami. On peut avoir besoin, ponctuellement, de coups de main de la part de ses amis ou du membre de son couple. Les formes de reconnaissance que proposent les liens de participation élective, c'est une reconnaissance également sur base affective. Je vous donne un exemple. Un soutien moral d'une ou d'un ami lors d'un coup dur. Les liens de participation organique maintenant. Ils se tissent entre collègues, entre employeurs et salariés, entre employeurs et travailleurs indépendants. Les liens de participation organique, ils se tissent à l'occasion des relations socio-professionnelles, professionnelles, excusez-moi. Dans le cadre des relations professionnelles qui occasionnent ce tissage de liens de participation organique, nous dit Pogam,
une protection se développe, une protection qui a la particularité d'être contractualisée. Les contrats de travail impliquent par exemple l'employeur dans le financement des droits sociaux, la protection sociale contre les risques auxquels sont exposés ces salariés, le risque de maladie, le risque d'accident, le risque de chômage, mais également la charge familiale ou le risque de vieillesse, c'est-à-dire la retraite. Les contrats de travail sont protecteurs. C'est une protection, la protection offerte par les liens de participation organique, qui est très souvent contractualisée, nous dit Pogam. Maintenant, quelle forme de reconnaissance offrent ces liens de participation organique? Eh bien, Pogam nous dit que la reconnaissance nous est offerte par l'octroi d'un statut. Par l'exercice d'une activité professionnelle, je vous donne cet exemple, je peux me voir, par exemple, reconnaître des compétences, une utilité sociale, qui vont contribuer à entretenir mon estime de moi-même. Eh bien, par exemple, un professeur peut se voir reconnaître par ses pairs, c'est-à-dire les autres professeurs, par ses élèves, par les parents d'élèves, par d'autres membres de la société, des compétences. Voilà, un bon prof, une utilité sociale que je vais percevoir, ben voilà, moi je sers à ça, je suis prof et je sers à former des élèves. Voilà la reconnaissance, une reconnaissance possible que peut procurer un lien de participation organique. Quatrième et dernière forme de lien social selon Serge Pogam. Les liens de citoyenneté. Ils sont tissés entre les administrés d'un État, vous et moi, entre eux et entre l'État qui administre leur vie. Dans les États démocratiques, la protection qui est offerte par les liens de citoyenneté, c'est une protection sous la forme de l'égalité en droit. L'exemple que je peux vous donner, c'est que un milliardaire en France et un SDF devraient, pour le même délit, être condamnés à la même peine. Devraient. C'est le droit qui le dit. Après, on verra dans un chapitre un peu plus tard que cela reste largement théorique. Mais bon, notre État nous garantit une égalité en droit. Qui qu'on soit, qui que nous soyons, milliardaires ou SDF par exemple, pour prendre le grand écart, eh bien, nous sommes égaux en droit. C'est une protection. Maintenant, quelle forme de reconnaissance, de compter pour? Eh bien, la reconnaissance qui est apportée, c'est une reconnaissance de la souveraineté du citoyen. Dans le cadre de la démocratie représentative, j'ai un droit à choisir mes représentants, lesquels vont concourir, vous le savez, ces représentants, députés et sénateurs, à l'élaboration de la loi à laquelle nous devons toutes et tous nous soumettre. L'exemple que je vous donne, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, laquelle déclaration dispose que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Voilà ma souveraineté en tant que citoyen qui est reconnue. Après avoir identifié les 4 types de liens sociaux constitutifs du lien social en général, je le rappelle, nous pouvons dresser rapidement une liste d'instances d'intégration sociale. Les instances d'intégration sociale, ce sont l'ensemble des activités, des groupes sociaux et des espaces de la société qui sont créateurs des liens sociaux.
où est-ce que je peux créer ces liens de filiation, ces liens de participation élective, ces liens de participation organique, ces liens de citoyenneté? Eh bien, je peux les créer grâce à différentes instances, dont l'État et ses administrations, qui participent à la création de ces liens de citoyenneté. La famille et le couple, eux, participent au lien, à la création de liens de participation élective et de liens de filiation. Et enfin, la sphère du travail participe à la création de liens de participation organique. Excusez-moi pour la répétition, le travail contribue à la création de liens de participation organique. Résumons donc. Qu'est-ce qu'un lien social? À la question « Qu'est-ce qu'un lien social ?», nous avons répondu qu'un lien social est un lien qui relie un individu à un autre individu, à un groupe social dans son ensemble, voire à sa société d'appartenance tout entière. Nous avons précisé ensuite qu'un lien social est une attache matérielle ou immatérielle liant un individu à d'autres individus ou à un groupe social, quel qu'il soit, groupe primaire, groupe secondaire ou société globale. Enfin, à la question « Quelles sont les formes que les liens sociaux peuvent prendre ?», nous avons répondu que, selon Serge Pogam, tous les liens sociaux apportent protection et reconnaissance, qu'il existe au moins 4 types de liens, les liens de filiation, les liens de participation élective, les liens de participation organique et les liens de citoyenneté. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, vous devez revenir sur vos objectifs d'apprentissage pour cette première leçon. Pour cette première leçon, je vous invite à vous concentrer sur votre capacité à définir ce qu'est un groupe social et ce qu'est le lien social et un lien social. Autrement dit, vous devez être capable de différencier le lien social d'un lien social. Vous devez également savoir distinguer les différents types de groupes sociaux et en donner des exemples. Je rappelle, comprendre et illustrer. Vous devez également savoir distinguer les différents types de liens sociaux et en donner des exemples.